Professeur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Bon, Caro. Alors, je voudrais que nous parlions, après avoir parlé avec Denis Charvit de la crise politique, que nous parlions ensemble des développements diplomatiques assez importants qui sont en train de se produire, avec la visite hier de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, et la visite aujourd'hui du chef de la diplomatie britannique. Et à travers eux, on va dire, deux approches qui semblent assez diamétralement opposées quant au règlement du conflit israélo-palestinien. Il y a effectivement des différences d'approche entre les Européens et les Américains dans la gestion de ce conflit. Oui, bien que les Britanniques sont les Européens les plus proches des Américains. Oui. Comparé aux autres pays européens, il y a une tradition anglo-américaine de vue très proche sur les questions diplomatiques, en particulier lorsqu'il y a des dirigeants des deux côtés de l'Atlantique qui ont des visions similaires du monde. C'était le cas évidemment dans les années 80 entre Ronald Reagan et Margaret Thatcher, mais c'est également le cas aujourd'hui entre Donald Trump et Boris Johnson. Sur la question du conflit israélo-palestinien, lorsque l'on parle de la Grande-Bretagne, on ne parle pas uniquement du Premier ministre, mais on parle également du très influent Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique, qui a des positions traditionnalistes sur le Proche-Orient. On parle de ce Foreign Office arabisant ou arabiste, qui est effectivement souvent en porte-à-faux avec Washington, bien que le mot de la fin appartient généralement au Premier ministre. Alors, le sentiment que l'on a, c'est dire effectivement que lorsque le chef de la diplomatie britannique arrive, il dit qu'il veut relancer le dialogue entre Israéliens et Palestiniens, alors que les Américains, eux, il faut bien l'avouer, et d'ailleurs il va rencontrer Mahmoud Abbas à Ramallah, tandis que les Américains, eux, eh bien, ne semblent plus vraiment trop se préoccuper du conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas exact. Je rappelle que le plan Trump, qui avait été annoncé au mois de janvier, était focalisé justement sur le conflit israélo-palestinien. Ce qui s'est passé avec le plan Trump, c'est que lorsqu'il avait été présenté, la façon dont il a été conçu par Jared Kushner, c'est un package deal, ce qui comprend à la fois l'établissement d'un État palestinien démilitarisé sous certaines conditions et une normalisation diplomatique avec le monde arabe sunnite. C'est ça le plan Kushner. Ensuite, ce plan finalement, au début, Netanyahou voulait mettre en place uniquement une partie du plan avec l'annexion des territoires qui revenaient à Israël dans le plan Trump, dans le cadre d'un accord de paix. Ensuite, cela n'a pas eu lieu pour les raisons que l'on sait. Maintenant, Netanyahou finalement a abandonné l'annexion pour la normalisation pour l'instant avec les Émirats arabes unis. Mais le plan Trump lui-même parle effectivement d'une résolution du conflit israélo-palestinien, mais avec une vision globale, avec un État palestinien démilitarisé, avec des annexions israéliennes et des échanges territoriaux, et une normalisation avec le monde arabe sunnite. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est finalement pourquoi finalement les Émirats sont allés de l'avant et on a le sentiment que d'autres pays mettent encore du temps avant d'accepter, de normaliser leurs relations. On avait parlé du sultanat d'Oman, de Bahreïn, on a parlé du Soudan aussi, où Mike Pompeo s'est rendu hier soir directement d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que le fait que cette démarche des Émirats ait été accueillie, on va dire, de manière très négative par les Palestiniens, ça fait réfléchir, on va dire, certains autres pays arabes qui, dans l'absolu, voudraient avoir des relations avec Israël? Non, je pense qu'aujourd'hui, quasiment aucun pays arabe dans le monde ne se soucie véritablement de ce que pense Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne. Alors c'est vrai que pour la plupart des dirigeants arabes, il faut quand même continuer de dire quelque chose, de se montrer solidaire des Palestiniens, mais la plupart des pays arabes aujourd'hui ne veulent plus être otages du rejectionnisme palestinien, du refus des Palestiniens d'arriver à un compromis avec Israël. C'est ça qui motive la politique, par exemple, des Émirats arabes unis. Il y a aussi, n'oubliez pas, des intérêts économiques. En ce qui concerne le Soudan pense qu'en se rapprochant d'Israël, ils pourront bénéficier d'une politique plus favorable des États-Unis et d'une aide économique des États-Unis. Donc chaque pays arabe a ses propres calculs et a ses propres intérêts. En ce qui concerne le dossier palestinien, comme je l'ai dit, d'un côté, ils ne veulent plus être l'otage du rejectionnisme palestinien vis-à-vis d'Israël, et d'un autre côté, ils ne peuvent pas se permettre complètement non plus
de passer outre le dossier palestinien. Je vous rappelle d'ailleurs que lorsque le 13 août, le cheikh des Émirats arabes unis avait tweeté son annonce du projet de normalisation avec Israël, il avait bien précisé dans son tweet qu'il avait obtenu le blocage complet du projet d'annexion israélien. Donc ça, c'était justement sur le dossier palestinien. Est-ce que on n'entend pas les deux pays arabes qui ont signé déjà un accord de paix avec Israël, c'est-à-dire l'Égypte et la Jordanie? On ne les entend pas s'exprimer. On a entendu effectivement l'Égypte soutenir, on va dire du bout des lèvres, cette démarche, mais par exemple la Jordanie semble plutôt réticente, alors qu'elle pourrait avoir certains intérêts. Pourquoi finalement les pays qui ont été les pionniers dans les relations avec l'État d'Israël de normalisation, on va dire, même s'il s'agit souvent d'une paix froide, eh bien sont-ils tellement tièdes envers cette normalisation avec les Émirats? Parce que les dirigeants de l'Égypte et de Jordanie doivent jouer un jeu très délicat où d'un côté ils ont un intérêt commun avec Israël et avec les États-Unis dans cette relation justement avec Israël, mais d'un autre côté ils doivent garder ces relations très discrètes parce que ces relations avec Israël sont extrêmement impopulaires dans l'opinion publique égyptienne, dans les médias, dans la rue, dans les universités, même chose en Jordanie dont plus des 2 tiers de la population est palestinienne. Donc pour ces dirigeants, ils ne peuvent pas non plus se montrer trop enthousiastes sur la question des relations d'Israël avec le monde arabe, justement parce que cette question est extrêmement impopulaire dans leurs opinions publiques, même s'il ne s'agit pas de démocratie, mais tout de même, il y a un poids de l'opinion publique, il y a le poids de la rue, et donc c'est la raison pour laquelle ils se montrent très discrets sur ce sujet. Un haut diplomate émirati qui a conservé l'anonymat, je ne sais pas si vous avez eu cette information dans le Israélium, parle de la volonté ou de l'intention de Mike Pompeo d'organiser une conférence internationale régionale, on va dire plus exactement, dans les prochaines semaines. Vous pensez que c'est réaliste aujourd'hui d'envisager de voir d'autres pays arabes serrer la main, on va dire, ou serrer le poignet, on va dire, ou serrer le coude à des dirigeants israéliens? Je pense qu'il faut se focaliser pour l'instant d'abord sur l'avancée des négociations entre Israël et les Émirats arabes unis, voir véritablement si on peut arriver à un accord de reconnaissance mutuelle, d'établissement complet de relations diplomatiques, d'échanges économiques. Il faut d'abord voir ce que va donner ces négociations. Je vous rappelle que, pour citer de nouveau le tweet du chef des Émirats arabes unis, il avait parlé d'un projet de normalisation future avec Israël. Donc il était resté assez vague. Il ne s'était pas engagé pour l'instant à des relations économiques complètes. Il faut d'abord s'assurer qu'il va véritablement y avoir des négociations et une véritable normalisation diplomatique. Et ensuite, voir avec d'autres pays, en particulier le Soudan et d'autres pays de la région, en particulier Oman. Mais je pense qu'une conférence internationale ne contribuerait pas à ce rapprochement parce qu'elle risquerait de mettre trop de pression sur les pays arabes de la région. Il faut d'abord, je pense, avancer pas à pas et un par un. Eh bien, docteur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée, à bientôt.